Nouveau rendez-vous du décryptage sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au début du XXIe siècle, la plupart des frontières de l'Afrique sont établies, annonçant la configuration des États à venir. Ces frontières tracées au gré des puissances occidentales, dans un contexte de rivalité entre celles-ci, ont dans bien des cas fait fi des réalités ethniques, linguistiques, religieuses et politiques des peuples africains. Les frontières ainsi tracées ont divisé des groupes consanguins, les éloignant de leur territoire de rituels, de culture, de chasse et, pourquoi pas, de pêche. Plus de 50 ans après l'intangibilité des frontières africaines, quel bilan peut-on faire? C'est là le premier sujet de discussion de cette émission. En seconde partie, nous parlerons des défis de paix et de stabilité sur le continent, dès lors que nous passerons des frontières coloniales à l'effectivité des frontières africaines. Mais avant de retrouver le débat, voici le point de l'actualité sur le continent et dans le monde. En Ouganda, le procès pour trahison de l'opposant historique Kizza Besigye devra se tenir dans un tribunal et non dans une prison de haute sécurité, comme le réclamait le parquet. L'opposant avait été interpellé le 11 mai après avoir organisé avec son parti une prestation de serment alternative lors de laquelle il avait été intronisé président. En Tunisie, le projet d'un gouvernement d'union nationale lancé par le président Béji Caïd Essebsi est menacé d'enlisement. Le président égyptien a jeté un pavé dans la mare au début du mois en se prononçant en faveur d'un cabinet d'union nationale incluant notamment les deux Nobel de la paix 2015, le syndicat UGTT et le patronat UTIC. La police allemande a annoncé avoir découvert 80 kg d'héroïne dissimulée dans une voiture à Berlin. Un Libanais de 36 ans, soupçonné d'être à la tête de ce réseau de stupéfiants, ainsi qu'un Allemand d'origine libanaise de 23 ans, ont été interpellés. Leur complice présumé, un Libanais de 46 ans, actuellement en fuite, est recherché. Voilà, pour débattre de ces deux sujets inscrits donc au sommaire de cette émission, j'ai sur ce plateau le professeur Bellarmin Kofi Kodo, historien et membre de la Commission nationale des frontières. Professeur Bellarmin Kodo, bonjour. Bonjour. Merci donc de répondre à notre invitation. Mon second invité sur ce plateau est bien sûr le docteur Marcel Haïté Baglo, géographe, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, directeur général de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontalier. Docteur Baglo, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci, bonsoir. Voilà, bienvenue donc à vous, chers téléspectateurs, pour le débat. Voici la transition et on débat. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi se présente donc le plateau de votre émission Angle de vue pour le compte de ce matin. Et je vous le disais, d'entrée donc d'émission, 50 ans, plus de 50 ans d'ailleurs après les indépendances, les frontières, l'intangibilité des frontières africaines se constate. Et quel bilan peut-on aujourd'hui en faire? Docteur Marcel Baglo, je peux vous commencer par vous demander en quoi véritablement consiste une frontière. Une frontière, en fait, c'est les limites dans lesquelles s'exerce la souveraineté d'un État. Tout simplement. Ça signifie disons, la ligne où s'arrête la souveraineté d'un pays et où commande la souveraineté de l'autre pays. Donc c'est aussi simple que ça. Alors cette frontière, disons, dans nos pays africains, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ont été tracées de l'extérieur, sans la participation de ces pays-là. C'est pourquoi on parle souvent des frontières africaines, venant donc des pays et voisins. Donc c'est une décision assez simple que nous pouvons donner pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre plus facilement. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'au cours donc, de cette tracée de frontières, les pays africains n'ont pas participé donc, à la distribution de l'Afrique qui était entre-temps considérée comme un gâteau. Professeur Kodo, les pays africains n'ont pas participé à cette délimitation des espaces qui aujourd'hui les confèrent dans leurs limites territoriales du moins. Est-ce que vous pensez véritablement que cela peut générer de la contestation? C'est évident que ça peut générer de la contestation, puisque les frontières ont été tracées en Europe, sur des cartes, et qu'ensuite des commissions ont été mises en place pour les matérialiser sur le terrain. Or, ces frontières ont séparé des groupes sociolinguistiques, ont séparé des entités politiques. Par exemple, si nous prenons l'ancien royaume de Kétou, une partie des villages
du territoire de l'ancien royaume de Kétou est actuellement au Nigeria et la grande partie se Kétou, trouve il faut au préciser Bénin. que Kétou, c'est au Bénin. C'est au Bénin. Voilà. Je donne l'exemple du Bénin pour cela. Et un certain nombre de territoires sont dans cette situation-là. Et l'OUA, en se réunissant en sa création en mai 1963, pour ne pas prendre des risques d'ouvrir la boîte de Pandore, de retracer les frontières des nouveaux États qui sont créés, a décidé de maintenir le principe de l'intangibilité des frontières. À savoir que les nouveaux États qui sont nés restent sur les frontières tracées par les colonisateurs. Et c'est ce qui a été décidé, c'est ce qui a été appliqué. Parce que, si on voulait remettre cela en cause, un certain nombre d'entités, de peuples qui se trouvent à cheval sur les frontières vont demander à se regrouper. Or, la lutte pour l'indépendance a été menée sur la base du territoire qui a été délimité par le colonisateur. Et l'union s'est faite sur la lutte contre le colonisateur. Et que donc nos États sont nés avant que naisse la nation. Et chaque territoire maintenant va se créer sa conscience nationale à partir du territoire existant. Si l'on cassait cela, il n'y aurait même plus de conscience de nation. Et c'est ce qui a été retenu. Mais est-ce que vous pensez que cette vision de l'UA, à sa naissance, a été partagée par les peuples? Les peuples l'ont partagée dans la réalité, sauf que les frontières étaient floues, puisqu'elles ne sont pas, même si elles ont été matérialisées, elles ne sont pas visibles pour les populations qui n'ont pas considéré que ces frontières les empêchaient de se voir entre eux. C'est ça la réalité. Alors, docteur Baglo, vous êtes géographe. Est-ce que vous avez noté effectivement cette réalité au niveau de la population? Est-ce que la population a épousé l'idée des dirigeants de maintenir ce que l'Occident a décidé en leur nom? En fait, l'Occident a décidé de tracer les frontières, a imposé les frontières et nous les avons héritées. Mais le gros problème que posait tout à l'heure le professeur Kodo Bellarmé, c'est le problème de l'intangibilité des frontières de la colonisation. On craignait que les grands ne bouffent les petits. Alors, à ce moment, l'Union africaine a pris comme principe de base l'intangibilité des frontières. Et ça, les populations l'ont vécu. L'ont vécu parce que ça leur a permis d'éviter des guerres. Et les deux pays qui ont été divisés, ou bien qui ont vu leurs frontières remaniées après les indépendances en Afrique, c'est surtout le Soudan Sud, Soudan Nord, l'Érythrée et l'Éthiopie. Mais ces pays sont jusqu'à aujourd'hui en perpétuel conflit. Ils n'arrivent pas à déterminer où se trouvent aujourd'hui les frontières, parce que c'est des frontières qui ont été pensées après. Donc c'est pourquoi je dis que les pays africains ou les peuples africains ont accepté le principe de l'intangibilité des frontières. Pourquoi? Parce que les frontières n'ont jamais été une barrière pour elles. Si vous allez sur nos frontières, de part et d'autre, les gens se parlent. Depuis 1960, les gens se parlent, se voient et font les cérémonies ensemble. Si on prend la frontière entre le Bénin et le Togo, aujourd'hui, depuis toujours, en août septembre, nous avons la fête de Yékéyéké, où tous les parents se voient et travaillent les frontières. Des enfants qui sont à Agoué vont à l'école à Agouégan, au Togo. Ceux qui sont à Banaké viennent à l'école à Grand Popo. Ceux qui sont à Iguène vont à l'école à Sékor, vont à l'école à Tcheta. Donc, eux, ils ne sentent pas la frontière. C'est pour cela qu'on dit que le problème de l'intangibilité, c'est pour nos États, c'est pour l'État central, pour savoir où s'arrête sa souveraineté. Mais pour les populations, on ne sent pas cet arrêt de souveraineté. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a alors, professeur Kodo, peut expliquer les différents frontaliers, au niveau des frontières, les différents frontaliers que nous enregistrons au niveau des États? Les frontières, c'est justement ce qu'il a dit, à savoir assumer la souveraineté sur un territoire donné. Et le tracé des frontières le marque. Et c'est quand l'État constate que sa souveraineté n'a pas atteint les limites qui ont été sur les cartes, oui, la contestation commence. Mais à partir du moment où ça profite aux deux populations qui vivent dans ces espaces-là, est-ce que ça pose problème véritablement? Ça pose problème toujours, puisqu'on doit assumer sa souveraineté. Oui. Et que les plans de développement sont faits sur la base des limites territoriales. Il n'y a pas de problème de développement, il n'y a pas un programme de développement à appliquer si vous ne savez pas sur quel territoire vous allez l'appliquer. Une politique démographique, une politique de naissance, une politique de vaccination, la mise en œuvre exige que vous puissiez savoir où est-ce que vous allez vous arrêter si vous voulez vacciner les gens. Où est-ce que vous allez vous arrêter? Par exemple, je l'ai observé quand la fièvre Ebola est venue.
chacun a voulu prémunir sa population. Mais jusqu'où ira-t-on? Je l'ai vécu à Porga, en 2014, là, où les contrôles étaient obligés d'être faits pour s'assurer que la maladie ne traversera pas la frontière pour venir vers vous. C'est ça l'importance d'une frontière. Alors, docteur Baclot, mais qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer que l'Afrique soit agitée? Parce que ces conflits, tels que vous l'avez souligné, entre peut-être la région ouest africaine, ça s'est manifesté également dans beaucoup d'autres continents. Mais est-ce que véritablement, il n'y a pas d'autres intérêts au-delà du respect de sa souveraineté? Non, moi, je ne pense pas qu'il y ait d'autres intérêts. Le plus grand intérêt, c'est d'avoir ces frontières. Et quand vous connaissez bien vos limites, tout ce qui est à l'intérieur revient à votre pays. Mais c'est quand vous ne connaissez pas que vous entretenez le flou. Je donne l'exemple très simplement des frontières maritimes. Ce sont ces frontières qui créent le plus de problèmes aujourd'hui parce que les méthodes sont nouvelles. La méthodologie de délimitation, elle est nouvelle. Et personne ne maîtrise assez. Ce qui fait que beaucoup de pays tentent d'avoir le maximum du gâteau aux dépens de l'autre. Donc c'est pareil pour les frontières terrestres. Si tous les pays qui cherchent à empiéter sur les autres sont à la recherche d'une ressource ou plus d'espace agricole pour leur population. Et souvent, c'est l'espace agricole qui a posé tous les problèmes que nous avons. Que ce soit au Mali ou ailleurs, entre le Burkina et le Mali, c'est des terres agricoles qui posent problème. Or, ces problèmes sont régulés dans nos pays africains parce qu'on n'a pas fait l'effort de délimiter et de marquer correctement nos frontières. Nous avons profité des documents laissés par les colonisateurs pour ne pas faire d'efforts. Si je prends par toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique au complet, il n'y a que 17% des frontières qui sont délimitées et démarquées. 17% seulement. Et l'Union africaine a cru que tout ça pourrait aller très vite et nous a donné comme deadline 2017 pour terminer. Aujourd'hui, avec l'appui de la GIZ qui a financé lourdement la démarcation dans les pays comme le Mali, le Burkina et la Guinée, et la Tanzanie et le Mozambique, on est à peine à 20-22%. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pendant longtemps, la négligence de ces frontières ont fait qu'on n'a même pas cherché à nous prémunir des dangers générés par la mauvaise connaissance de ces frontières-là. Ah, mais qu'est-ce qui peut alors expliquer ces guerres de sécession ou à la limite de scission au niveau de certains États? Je prends par exemple le Mali ou certaines régions, par exemple le Tontou-Gao et autres, veulent aujourd'hui leur indépendance vis-à-vis de l'État de Bamako. Ça, c'est plus profond. Le problème avec le Mali est plus profond dans la mesure où c'est lié fondamentalement à la conscience que l'État ne s'occupe pas de vous. Les populations du nord du Mali, à part Tombouctou et Gao, tout le reste, estiment que l'État ne s'occupe pas d'eux. Et que donc, s'ils sont indépendants, ils seraient plus capables de s'occuper d'eux-mêmes. Il est vrai que cela remonte loin. À la veille de l'indépendance, surtout à cause de la guerre d'Algérie, la France a voulu reprendre les frontières du Soudan français, l'ancienne appellation du Mali. Prendre le nord du Mali, le sud de l'Algérie et créer un nouvel État, compte tenu des potentialités du sous-sol de cette zone-là, et créer un autre État. Et dès ce moment-là, la question de l'irrédentisme se posait au nord du Mali. À savoir, est-ce que les peuples qui sont là, sont-ils vraiment des peuples maliens ou non? Eux se le posent comme question. Comme l'État est loin, la capitale est loin, et les politiques de développement ne vont pas jusqu'au bout, le sentiment d'être abandonné par l'État central est plus fort. Et ça qui crée les problèmes que nous avons au Mali là. Vont s'y ajouter maintenant les problèmes de guerre de religion, les problèmes de l'islamisme radical, etc., etc. Et le fait que cette zone est libre et permet tout le trafic de drogue, de tabac et autres. Alors, docteur, vous voulez apporter quelques précisions par rapport à ces guerres de sécession et de scission, même à l'intérieur des États? Oui, donc là, on peut la voir partout. Là, nous avons la chance, c'est un grand espace. Mais quand nous rentrons dans nos propres pays, aujourd'hui, la conscience que l'État ne s'occupe pas de vous, se retrouve dans tous les espaces frontaliers de l'Afrique. C'est-à-dire que dans presque tous les pays de l'Afrique, les zones frontalières sont des zones à risque. C'est dans ces zones que démarrent les rébellions, c'est dans ces zones que démarre que se développe le terrorisme, le grand banditisme, etc. Pourquoi? Parce que l'État étant loin, l'État était absent,
les groupes terroristes, les grands délinquants arrivent dans le secteur, étudient les manques de ces populations et se posent en messie. Automatiquement, les populations sont obligées de les accepter, de les protéger. Et ça fait que les zones frontalières, on dit que c'est des zones de non-droit. En fait, c'est de non-droit tout simplement parce que ces gens qui sont là ont le sentiment d'être abandonnés par l'État central, ont le sentiment d'être des parias. Et quand on ne fait rien, et cette frustration se transforme presque en rébellion contre l'État. Ou s'il ne peut pas se rebeller contre l'État, cette population se tourne vers le pays voisin qui offre plus de facilité. Et en se tournant vers les pays voisins, on fait quoi? On sait que c'est la frontière, les bonnes, qui déterminent les frontières. On déterre les bonnes, on les met derrière sa maison et on passe dans l'autre, de l'autre côté. Et quand ça, on fait comme ça, on a la bienveillance du pays d'accueil. Alors on est obligé, à ce moment, nos pays, se battant pour l'intérêt de leur territoire, commencent par se dire non, les bonnes ont été déplacés, il faut les mettre ailleurs. Et cette discussion dégénérait en guerre. C'est le cas qu'on a eu au Mali et au Burkina. C'est deux petits villages qui se sont battus pour des problèmes de terres agricoles qui ont poussé les deux pays à se battre. Aujourd'hui, ces deux villages se sont mis ensemble pour fêter le 7 passé, la journée africaine des frontières. Parce qu'ils ont construit maintenant un centre de santé sur la ligne frontière pour les deux villages. Et le personnel est moitié malien, moitié burkinabé. Donc, si nous n'entendons pas bien nos secteurs frontaliers, ce qui est arrivé au Mali pour la Zawad va nous arriver tout simplement parce que les gens n'ont rien. Tout est au sud, rien au nord. Ils ne voient pas venir le développement. Ils ne partagent pas la prospérité qu'on remarque dans le pays. Alors qu'ils sont sur des mines d'eau, des mines d'or, etc. Mais est-ce que cela ne remet pas en cause votre argument selon lequel il faut aujourd'hui que l'État assure sa souveraineté, parce que souveraineté égale vous garantissez le bien-être pour tout le monde sur tout votre espace géographique? Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Assumer la souveraineté n'est pas seulement délimiter la frontière, c'est donner les obligations régaliennes de l'État également doivent être assumées. Apporter l'eau, l'électricité, la santé et l'école. Et souvent, si de l'autre côté de la frontière, il y a une école et que les enfants vont dans cette école-là, ils ont le sentiment, puisque de toute façon, dans ce pays-là, où se trouve de l'autre côté de la frontière, on leur insérera l'histoire du pays, les bienfaits du pays. Ils n'auront pas le sentiment d'être béninois, ils auront le sentiment d'être togolais ou nigériens ou burkinabés. C'est ça la réalité. Professeur Kodo, vous êtes historien et il serait très bien que vous puissiez nous parler de la Corne de l'Afrique, cette région du continent africain soumise beaucoup plus à des conflits. Aujourd'hui, on est en plein dans la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, même si vous ne voulez pas qu'on désigne ça comme ça. Qu'est-ce qui explique véritablement cela? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est souvent ces problèmes de frontières? Oui et non. L'Éthiopie a été, avec le Libéria, au moment où l'Europe a occupé tout le continent, les seuls États indépendants, l'Empire d'Éthiopie et le Libéria. Tout le reste était des possessions européennes. La Corne de l'Afrique comprenait la Somalie, il y avait les peuples somalis, il y avait donc la Somalie britannique, la Somalie italienne et la Somalie française qui est devenue Djibouti. Les deux autres pays se sont réunis ensemble, la Somalie britannique avec comme capitale, avec la Somalie britannique et la Somalie italienne sont regroupés pour donner la Somalie qui est devenue indépendante avec le président Siad Barre. Ensuite, il y a eu une guerre civile et la Somalie britannique s'est détachée de la Somalie italienne pour être aujourd'hui ce qu'on a appelé le Somaliland, mais qui n'est reconnu par aucun État. Mais le pays est prospère et stable, tandis que la Somalie, anciennement italienne, avec capitale Mogadiscio, est en guerre civile jusqu'à aujourd'hui avec les Chebab et un gouvernement soutenu par l'Union africaine et l'ONU. Mais la stabilité n'est pas revenue. La Somalie française est appelée pendant longtemps territoire des Afars et des Issa et devenue ensuite République de Djibouti. Tandis que l'Éthiopie, qui comprenait l'Érythrée au départ, a été occupée, l'Érythrée a été occupée par les Italiens et après la Seconde Guerre mondiale, rétrocédée à l'Éthiopie. Mais les autres ont déjà développé un sentiment d'indépendance et un sentiment national et donc se sont mis en guerre pour réobtenir leur indépendance
C'est ça l'Érythrée, qui en fin de compte, dans les années 90, est devenue indépendante. Mais la frontière n'a pas été véritablement tracée. Ensuite, c'est un gouvernement autoritaire, pour ne pas dire plus, qui a confiné sa population à l'intérieur et qui explique pourquoi aujourd'hui, la plupart de ceux qui fuient et qu'on trouve en Méditerranée et qui meurent dans la mer Méditerranée sont de l'Érythrée. La guerre est là, même la dernière fois encore, ils sont entrés en conflit, toujours sur les frontières. La frontière est dans une zone montagneuse et qui est d'accès difficile et qui entraîne des conflits frontaliers de façon régulière entre les deux pays. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été tracée et que les deux États ont des positions opposées et qui expliquent qu'ils sont régulièrement en guerre. Docteur Marcel Baglou, quel bilan peut-on faire après plus de 50 ans d'années d'indépendance? C'est vrai que, à écouter le professeur Kolo, tous les États ne sont pas indépendants à la même époque. Il y en a qui l'étaient un peu plus tôt, il y en a qui l'étaient un peu plus tard, mais au moins ils se situent tous dans la cinquantaine. Bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, après 50 ans ou plus de 50 ans d'indépendance, nous pouvons dire que c'est seulement après 2007 que même au niveau de l'Union africaine, nous allons prendre conscience de nos frontières. Nous allons prendre conscience de nos frontières parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des rébellions, mais aussi parce que nous avons eu des menaces liées au terrorisme. Et l'on a remarqué que la pauvreté, l'isolement, la marginalisation des États frontaliers est l'une des causes essentielles du développement rapide de ces fléaux. Résultat, l'Union africaine a été obligée donc de mettre en place un programme appelé le Programme Frontières de l'Union africaine, une convention qui est la convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière pour booster donc le développement et la prise en charge des espaces frontaliers dans les pays africains. C'est dans ce cadre-là que l'on a essayé de faire donc une évaluation des frontières et de leur niveau de démarcation. Et là, nous avons remarqué qu'on est à peine à 20% de démarcation. Donc, on est au 5e des frontières qui sont démarquées en Afrique. Donc, les autres qui ne sont pas démarquées, même si elles sont délimitées, qu'on nous pose des problèmes. Parce qu'on dit la frontière passe par une ligne, mais rien ne permet de savoir où commence la ligne, où s'arrête la ligne. On n'a pas mis encore les bornes. Donc, on oblige les États aujourd'hui, on pousse les États à aller dans ce sens-là. Parce que, comme le dit si bien les spécialistes de ce métier-là, une frontière, ça se connaît. Donc chacun connaît sa frontière. Ça s'accepte. Et quand vous connaissez votre frontière, que vous l'acceptez, vous pouvez l'effacer. C'est-à-dire que vous pouvez aller à l'intégration. Or, l'objectif de tout État africain aujourd'hui, c'est d'aller à l'intégration. Et pour pouvoir aller à l'intégration, il devient impérieux que chaque État connaisse ses frontières et qu'elle partage ses frontières avec son pays voisin, qu'on s'entende là-dessus. Et après, on peut faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans un secteur comme Ilara, vous pouvez aller à comme, comment appelle-t-on, Oudé, à côté. Les gens circulent sans même se poser de questions. On a des bâtiments où la chambre à coucher est au Nigeria, le salon est au Bénin. Mais personne ne s'en plaît, parce qu'on sait que la ligne frontière traverse la chambre là. Donc personne ne prend sur personne. Or, en Afrique, nous avons encore beaucoup de secteurs où les frontières sont restées encore floues. Je prends par exemple tous les secteurs de l'Afrique équatoriale ou bien l'Afrique centrale, en gros, à cause des forêts, à cause des problèmes d'accessibilité, on a beaucoup de zones frontalières qui sont très peu connues. C'est pourquoi dans ces pays, ces zones sont restées les domaines des rébellions, les domaines des luttes armées, etc. Et malgré tous les efforts que déploient les Nations Unies, les États occidentaux et même nos propres pays, on n'arrive pas à arrêter ces groupes terroristes, M27 et autres, M23 pardon, qui maîtrisent ces secteurs. Et comme ces secteurs sont des secteurs marginalisés, oubliés de Kinshasa, alors ils en profitent. Ils en profitent et ils ont les populations avec elles. Ça leur permet de lever des troupes s'ils veulent, d'avoir la complicité des populations
qui est créé et de pouvoir résister à l'État central jusqu'à aujourd'hui. Professeur Kodo, est-ce que véritablement chez vous, au Bénin, vous avez la superficie de votre pays tout en maîtrisant les frontières, comme le dit tout à l'heure le docteur Marcel Haïté Baglo? Non, nos frontières sont connues, et globalement, pas maîtrisées, on n'en a pas pris possession complètement. Est-ce qu'on peut même dire que nous connaissons de façon certaine notre superficie? Dans certains ouvrages, vous avez 122 000, dans d'autres 112 000. La dernière fois, dans un document, je vois 114 000 km². Que ça augmente au fur et à mesure, ça diminue également. Oui, ça fluctue. Parce qu'en fait, la frontière du Dahomey, ancienne colonie du Dahomey devenue Bénin aujourd'hui, a évolué dans le temps. Est-ce que vous savez que, par exemple, la région de Fadane-Gourma faisait partie de la colonie du Dahomey? Jusqu'en 1907, ce qu'on appelait le cercle de Fadane-Gourma était à l'intérieur de la colonie du Dahomey. Puis c'est le gouverneur Balo qui a signé le traité de protectorat avec le roi Bachende de Fadane-Gourma, souverain du Gourma. D'autres zones également étaient ici. Tado, au départ, était dans la colonie de Dahomey. Dans un échange de territoire, Tado est passé au Togo. Or, Tado, c'est le berceau des populations Adja, qui est maintenant au Togo. Donc, la colonie a évolué sans qu'il y ait de façon précise une délimitation nette et claire. Résultat, notre territoire est mangé comme des mythes, à droite, à gauche, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, et ensuite rétabli et réétabli. Parce que pour le colonisateur français, le Togo est devenu territoire français, qui était territoire allemand au départ. La Haute-Volta, qui est née, qui a disparu, qui est renée, la frontière n'a pas été tracée de façon nette, puisque c'est territoire français. Pour la France, l'Afrique occidentale française étant son territoire, la nécessité de délimiter sur les différentes colonies au départ n'a pas été un impératif. Pourquoi? C'est notre possession qui est des deux côtés de la frontière que nous avons tracée comme ça. Parfois, les frontières sont tracées sans que ceux qui ont tracé la frontière aient été sur le terrain pour voir les limites. On dit, bon, on suit cette rivière jusqu'à tel endroit et on tourne à droite. Ensuite, c'est une colline qui vient. Mais quand vous allez avec ces indications sur le terrain, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. D'où la difficulté de situer de façon claire et nette les frontières. Et qui contraint les deux pays à s'asseoir ensemble pour définir les critères de démarcation de leurs frontières. Mais est-ce que vous avez fini avec ces conflits aujourd'hui dans l'espace ouest africain? Quand je prends par exemple le Bénin et le Niger, tout dernièrement, c'est... Donc c'est réglé avec le Niger. Aux oiseaux, mais de l'été, tout ça qui vous ont opposé. Non. C'est tracé, c'est délimité. Désormais. Non. C'est défini. Maintenant, il faut marquer ça. Et c'est l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui. Et tout à l'heure, le docteur plutôt Marcel Baglo le soulignait dans la région Afrique centrale à cause des forêts, à cause des mines parfois, parce qu'il y a aussi les intérêts géothermiques qu'il ne faut pas oublier, qui entrent également en jeu dans la délimitation. Disons les mots, les intérêts économiques nets, les richesses du sous-sol sont importantes et cela conduit à ce que des conflits puissent naître. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, l'Afrique aujourd'hui aura la paix? Parfois, ce ne sont pas les populations qui les créent, c'est ceux qui veulent exploiter ces richesses-là qui poussent à la scission, à la contestation de la ligne frontière. Ça veut dire que l'Afrique n'aura pas la paix du jour au lendemain? L'Afrique aura la paix. Il suffit que nos populations soient déterminées et que nos dirigeants aient conscience de la nécessité d'aboutir à la paix en reconnaissant les frontières et en se battant pour les mettre en œuvre. Docteur Marcel Baglo, vous êtes à la commission d'une agence au Bénin qui a été créée il y a pratiquement, en tout cas depuis 2007 déjà, vous coordonnez une politique qui s'occupe des espaces frontaliers. Que faites-vous véritablement à ce niveau et quels sont aujourd'hui les résultats que nous pouvons noter sur le terrain? Or déjà, donc, à partir de 2009, il a fallu réfléchir sur ce que doit être la commission. Parce qu'au départ, c'est une commission nationale de délimitation des frontières. Et cette commission de délimitation des frontières fait que l'on a toujours considéré les frontières comme une ligne. Et ceux qui sont autour des frontières ne comptaient pas. Ce qui comptait, c'était la ligne frontière. Et on a mis l'accent là-dessus depuis 1977. On ne veut voir que la ligne. Les misères qui sont autour de la ligne n'étaient pas prises en charge. Résultat, les frontières africaines, si nous sommes dans ces problèmes,
ont été considérés pendant longtemps comme des barrières entre deux États. Chaque État étant un peu accroché à ses frontières, cherche à avoir clair et même des fois à avancer sur le territoire des autres. Donc on a dû créer ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires. Alors on va retrouver donc cela dans un instant et savoir véritablement à quoi ça sert cette commission mixte paritaire, l'analyse des conflits frontaliers, des conflits de frontières en Afrique et des refontes des frontières étatiques dans la Corne de l'Afrique révèle donc les limites, voire l'échec de l'intangibilité des frontières qui avait pour objectif de pacifier, de stabiliser les confins des États afin d'éviter la dislocation et la fragilité donc des édifices étatiques hérités de la colonisation. Donc face à cette réalité, nous allons donc essayer de voir les perspectives qui s'y dégagent. Ce sera donc tout pour la première partie de cette émission. Avant de retrouver donc la suite du débat, voici à nouveau ce qui fait l'actualité sur le continent et dans le monde. En Ouganda, le procès pour trahison de l'opposant historique Kizza Besigye devra se tenir dans un tribunal et non dans une prison de haute sécurité, comme le réclamait le parquet. L'opposant avait été interpellé le 11 mai après avoir organisé avec son parti une prestation de serment alternative lors de laquelle il avait été intronisé président. En Tunisie, le projet d'un gouvernement d'union nationale lancé par le président Béji Caïd Essebsi est menacé d'enlisement. Le président égyptien a jeté un pavé dans la mare au début du mois en se prononçant en faveur d'un cabinet d'union nationale incluant notamment les deux Nobel de la paix 2015, le syndicat UGTT et le patronat UTIC. La police allemande a annoncé avoir découvert 80 kg d'héroïne dissimulée dans une voiture à Berlin. Un Libanais de 36 ans, soupçonné d'être à la tête de ce réseau de stupéfiants, ainsi qu'un Allemand d'origine libanaise de 23 ans, ont été interpellés. Leur complice présumé, un Libanais de 46 ans, actuellement en fuite, est recherché. Voilà, le débat se poursuit donc avec mes deux invités sur ce plateau, le professeur Bellarmin Kofi Kodo, historien et également membre de la Commission nationale des frontières au Bénin. Il est enseignant du supérieur donc à l'université d'Abomey-Calavi. Le docteur Marcel Haïté Baglo, géographe, directeur général de l'agence béninoise de gestion intégrée des frontières pour dénoncer le partage préjudiciable à la vitalité durable des États. Les dirigeants africains favorables à la limite à la remise en cause des frontières réunis donc au sein du groupe de Casablanca voulaient une refonte des frontières africaines depuis 1963. Alors, docteur Baglo, est-ce que vous avez cette information? Est-ce que c'est vrai? Non, en fait, les chefs d'État réunis au Caire, la plupart, c'est l'Union africaine réunie au Caire, a décidé, pour éviter les conflits post-indépendance, de prendre un principe très fort, qui est le principe d'intangibilité des frontières et de la colonisation. Mais ça ne satisfait pas certains pays, comme le Maroc, qui avait des vérités sur le Sahara occidental. Nous avons d'autres pays qui sont dans les mêmes conditions, et ce sont ces pays-là qui sont réunis pour penser qu'il était important de revoir les limites du colonisateur. Donc c'est ce qui a généré la rencontre de Casablanca, avec le Maroc comme leader. Donc le Maroc était le leader des pays qui pensent qu'on peut revoir les frontières, alors que le plus grand nombre de pays africains était pour l'intangibilité des frontières et de la colonisation, ce qui a été imposé aux autres. Et aujourd'hui, il est très difficile à un pays, c'est d'eux-mêmes, c'est dans le droit, dans la jurisprudence de la Cour. Quand vous allez à la Cour, par exemple le Bénin et le Nigeria par exemple, ou le Bénin et le Togo, si nous avons un problème frontalier que nous allons à la Cour est en justice, prend tout simplement les PV d'abonnement de la Grande-Bretagne et de la France et l'applique. Ils n'ont même pas besoin d'aller chercher autre chose. Ouais. Donc ça nous protège. Maintenant, voilà, maintenant des pays qui ont essayé de forcer cela. Et c'est le cas de qu'on appelle du Soudan, où avec la pression du nord sur le sud, avec la différence de culture, on a pensé qu'il était obligé de trouver des zones homogènes. Et on a pris les Noirs, les non-arabes au sud, et on a tracé la frontière pour créer un État pour ceux-là. Avec, comme l'a dit le professeur Koro tout à l'heure,
avec la volonté des Érythréens d'être indépendants et de ne pas être avec l'Éthiopie, on a été obligé de leur créer aussi un État. Et ça a été vraiment les entorses à ce principe fort de l'Union africaine. Jusqu'à aujourd'hui, le reste n'a pas bougé. C'est-à-dire, il y a tout le Sahara occidental qui est considéré comme une province du Maroc, pas les Marocains, mais qui est considéré comme un État en guerre pour l'indépendance par les Sahraouis, etc. Donc aujourd'hui, au lieu de parler donc, de la refonte des frontières, vous parlez des espaces frontaliers. Aujourd'hui, non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que depuis l'indépendance, on a longtemps parlé des frontières. Alors on a créé partout dans les pays africains des commissions nationales de délimitation des frontières. Donc, le problème, c'est de connaître ces frontières. Et ces commissions, au lieu de travailler avec les populations frontalières, vont tout simplement s'intéresser à la ligne frontière, sans voir la pauvreté qui entourait ces lignes, sans voir les difficultés que ces populations avaient, etc. Donc, par rapport à cela, ils ont créé, si vous voulez, des frustrations dans le secteur. C'est pas seulement au Bénin, dans presque tous les pays africains. Où moi, je passais, j'ai remarqué cela. Et vous avez remarqué que dans presque tous les pays africains, les rébellions viennent des espaces frontaliers. Que ce soit les Séléka, que ce soit la Zawad, etc. Ce sont des secteurs qui ont toujours été oubliés. C'est là que partent les choses à cause de la conscience que l'État ne s'occupe pas d'eux, à cause du sentiment d'être abandonné par ces États. Et par rapport à cela, nous, au niveau du Bénin, on a très vite pris la mesure des choses en disant, en 2009, il vaut mieux aller vers ces populations et ne plus voir les frontières comme une ligne, mais voir les frontières comme un espace. C'est la naissance de l'agence. C'est la naissance d'abord, le 31 décembre 2009, de la Commission nationale des frontières. Et cette Commission nationale des frontières est membre. Et cette Commission nationale a besoin d'un bras armé pour aller de l'avant. Dès 2009, on lui a créé un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent, en travaillant, on a remarqué qu'il n'a pas les facilités, le secrétariat n'a pas les facilités d'aller de l'avant très vite, alors que les défis sont énormes dans ce secteur-là. Alors, on est passé à la création d'une agence en 2012, le 12 décembre 2012. On a créé donc l'agence qui aujourd'hui a pris en charge la mise en œuvre d'une politique nationale qui a été elle-même réalisée en 1912. Okay, alors, avant de revenir donc aux fonctions et attributions de cette agence, professeur Kouro, vous qui avez travaillé dans cette commission et qui restez toujours membre de cette commission, j'espère bien. Alors, qu'est-ce que vous avez noté aujourd'hui que l'agence est en train de mettre en œuvre que vous trouvez de salutaire dans votre politique? C'est d'abord la prise de conscience des populations frontalières qu'ils sont dans leur pays. L'apatridie n'existe plus alors? Ce n'est pas un problème d'apatridie. Vous êtes dans le pays, si, par exemple, si je prends la zone frontalière avec le Togo, si l'eau et l'électricité sont au Togo, l'école est au Togo, le centre de santé au Togo, vous perdez le sentiment d'être béninois pour aller là-bas. Mais aujourd'hui, grâce à une politique d'infrastructure mise en place, nous se sont créés des écoles, des centres de santé, des commissariats de police, etc., qui rassurent les populations et qui leur donnent le sentiment qu'ils sont sur leur territoire et que les moyens se mettent en place pour satisfaire un certain nombre de besoins fondamentaux. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, la possibilité de faire éduquer ses enfants sur le territoire national et non plus sur le territoire d'à côté, et la possibilité de se faire soigner dans son propre pays au lieu de traverser la frontière pour aller au centre de santé. Et ça, c'est progressivement que cela se met en place depuis 2012. Et le fait que l'agence a été créée, ça a une concentration de moyens pour pouvoir réaliser cela. Et c'est ça ce qui était essentiel. Dans la mesure avec le secrétariat permanent, c'est une simple administration. Avec l'agence, c'est une machine qui se met en place pour réaliser un certain nombre d'infrastructures au bénéfice des espaces frontaliers qui ont été définis et non plus au profit d'une ligne frontière. On est passé donc de la frontière ligne à l'espace frontalier, des deux côtés. Dr Baglou, quelle est la pertinence de la politique que depuis 2007 vous avez mise en place, qui est la politique nationale de la gestion des espaces frontaliers? Bon, en fait, la pertinence, c'est ça sur le terrain. Nous avons une zone qui a été oubliée pendant très longtemps, en la prenant en charge. Nous avons pensé que la première priorité, c'est d'abord de sécuriser les populations dans le secteur. C'est-à-dire ces populations qui étaient laissées aux mains de grands délinquants.
aux mains des grands bandits, etc., il faut la sécuriser. Donc, nous n'en connaissons pas la sécurité de ces espaces. Et la sécurisation passe par la construction d'infrastructures de sécurité pour rapprocher la sécurité de ces populations. Ainsi, de 2012 à 2016, nous avons pu construire 26 commissariats et postes avancés de police et 16 gendarmeries et postes avancés de gendarmerie, 3 postes de sécurité, secours, c'est-à-dire le renseignement. Nous avons pu mettre à place, à disposition de ces populations, environ 300 motos pour leur permettre d'être mobiles et d'être aux côtés des populations et une dizaine de véhicules de patrouille. Surtout, ce que nous avons pu faire, c'est de créer une nouvelle police, une unité spéciale de la police qu'on appelle unité spéciale de surveillance des frontières, dédiée seulement aux frontières. C'est une unité de la police qui a été formée d'ailleurs par les marines américains à cette fonction-là, qui aujourd'hui est dédiée spécialement aux frontières. Ça a permis d'avoir comme une politique de proximité qui, avec ces populations, qui leur permettent de dire aujourd'hui, nous pouvons faire le second pas. Et après la sécurisation, nous sommes passés par le système de la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire que sur le plan social, nous avons construit environ une cinquantaine de modules de classe pour permettre aux enfants d'avoir accès à la scolarisation. Et ces écoles sont toujours accompagnées de cantines scolaires et d'équipements. Donc, c'est tout fourni. Donc, il n'y a pas que les parents d'élèves aillent chercher du banc, une chaîne, non, tout est fait. Et les enfants rentrent dedans, dans la même cantine, pour leur permettre de quitter un peu la précarité pour venir vers nous. Et après ça, nous avons donc pensé aussi à la santé des populations. Et comme nous ne pouvons pas, en 2 ans, 4 ans, construire des centres de santé partout, nous avons commencé par ramener de l'énergie solaire dans tous les centres de santé qui existent. Parce que, qu'est-ce qui se passait avant? Les gens accouchaient les femmes avec la torche dans la bouche. Il y en a partout. Donc aujourd'hui, ils ont de l'électricité. Et nous sommes allés jusqu'à, avec l'appui de nos collègues du ministère de l'Énergie, donner des kits individuels de 7 watts à plusieurs 2000 foyers aujourd'hui de l'électricité. Et donc ça permet de faire quoi? Ça permet de développer le sentiment d'appartenance sur ces populations. Alors, nous allons sortir bientôt de cette émission, à peine 2 minutes au plus, on est parti. Professeur Kodo, est-ce que vous pensez que ce faisant, ça participe de l'intégration des espaces frontaliers et donc de l'intégration africaine? Oui, parce qu'on a parlé d'espace frontalier. L'espace frontalier suppose que de l'autre côté de la frontière, l'espace, ce n'est pas la ligne. L'espace saute la ligne pour prendre aussi bien les 2 pays qui sont à cheval sur la frontière. Donc vous pensez comme ça que les Nigérians, si nous prenons le cas du Bénin, peuvent venir se soigner dans les centres de santé que vous avez construits au niveau des autres pays, des zones frontalières du Bénin? Ils le font. C'est maintenant qu'ils viennent, puisque avant, c'est nous qui allions là-bas. Maintenant aussi, nous offrons ces prestations-là aux populations nigériennes. Ce qui n'était pas le cas avant. Docteur Marcel Baglou, rapidement, tout ça là s'est passé sans anicroche. Il y a toujours de petits problèmes, mais souvent, comme on le dit en management, l'impossible n'est pas de l'aménagement, donc il faut toujours forcer. Donc, par tous les problèmes que nous avons, nous essayons de les contourner grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Il y a beaucoup d'activités que les partenaires prennent en charge. Mais est-ce qu'au niveau de ces espaces frontaliers, vous avez détecté des zones de naissance de groupes islamistes? Oui, est-ce que nous, je pourrais souvent qu'on parle d'extrémistes violents. Parce que, dis seulement islamistes, il y a les islamistes, mais il y a d'autres religions aussi qui ont des extrémistes. Donc, tout ça, nous mettons ça sous extrémisme violent. Nous avons beaucoup de secteurs sur le frontalier. Les secteurs frontaliers, il y en a beaucoup. Et actuellement, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Nous faisons de l'accompagnement pour désamorcer ces centres-là. Parce que c'est la pauvreté qui pousse les populations à jeter dans les bras. C'est salafistes et autres. Merci donc à vous, Dr Marcel Baglou Haïté. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence béninoise de la gestion des espaces frontaliers. Merci donc d'avoir participé à cette émission. Merci également au professeur Belarbin Kofi Kodo, historien, professeur à l'enseignement supérieur, membre de la Commission nationale des frontières. C'était donc votre émission Angle de vue consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Très bonne suite de programmes sur Sika TV et puis l'information se poursuit également sur notre site internet www.sika.tv info. Merci à chacun et à tous. Au revoir.